Chers confrères, bonjour à tous, merci d'être là. Je vous invite peut-être à vous installer. J'ai le plaisir de vous présenter ma consoeur Marion Manzoui qui a rejoint notre équipe en octobre 2016 et qui avait déjà passé 2 années d'assistanat chez nous. Elle est ici aujourd'hui pour vous parler du psoriasis, de sa prise en charge et des nouveaux traitements systémiques. Bonjour à tous. Donc alors, c'était un sujet assez vaste, donc j'ai essayé de plutôt parler des nouvelles thérapies et pas des anciennes. Donc, qu'est-ce que le psoriasis? C'est une dermatose inflammatoire chronique avec une hyperplasie épidermique. Elle est principalement cutanée et articulaire. Donc, l'étiologie est multifactorielle. On a des implications de facteurs génétiques et environnementaux, tels que le stress, le tabac, les infections. Et elle est associée avec de nombreuses comorbidités. Donc, la prévalence varie en fonction des facteurs ethniques et environnementaux. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de psoriasis dans la population européenne du Nord. Ça marche. Européenne, mais dans le nord de l'Europe. Beaucoup moins chez les patients asiatiques et africains. Elle touche quand même 2% de la population mondiale et touche autant les hommes que les femmes. On a 2 pics d'apparition, entre 20 ans et 30 ans, qui est souvent une forme familiale, sévère, plus difficile à traiter, et une forme entre 50 et 60 ans qui est moins agressive. Pour les différents types, on a le psoriasis en plaques, qui correspond à 80% des patients, celui en gouttes, qui survient souvent après un phénomène infectieux, le psoriasis inversé, qui touche les plis, ou le pustuleux, qui touche la paume des mains et la plante des pieds. On a une forme un peu plus grave, qui est la forme érythrodermique. Des extensions sont possibles, notamment au niveau du cuir chevelu et des ongles. En ce qui concerne les comorbidités, on s'est rendu compte que les patients avaient souvent un syndrome métabolique avec une obésité, une hypertension, une dyslipidémie et un diabète. Il y avait des maladies cardiovasculaires, des uvéites, de l'anxiété et de la dépression, de l'arthrite qui peuvent être associées, des maladies inflammatoires du tube digestif, ainsi qu'une stéatose hépatique non alcoolique. Alors, bien sûr, on ne retrouve pas tout chez les mêmes patients. Les conséquences des comorbidités, donc on a une diminution de la qualité de vie et de l'espérance de vie, donc la prise en charge va donc être globale, et il vaut mieux effectuer un dépistage cardiovasculaire systématique de tous les patients dès l'âge de 18 ans, puis tous les 5 ans et tous les ans si le psoriasis est sévère. Donc au niveau des conséquences, l'altération, on a un peu un cercle vicieux, donc l'altération sévère de la qualité de vie engendre un mode de vie malsain et sédentaire, des troubles alimentaires, alcool et tabac, et donc vient ensuite le syndrome métabolique. Donc, pour la prise en charge globale, ce qu'il faut retenir, c'est que plus les patients sont gros, moins la réponse au traitement est importante. Lorsqu'un diabète est associé, on a remarqué qu'il y avait une efficacité des analogues GLP-1. En fait, on s'est rendu compte qu'il diminuait l'inflammation au niveau de la peau, donc moins de plaques de... Désolée. Donc, il diminue la production des cytokines, la migration des lymphocytes et donc moins d'apparition au niveau des plaques. Les dyslipidémies à traiter. Il faut faire attention par contre avec les inhibiteurs de l'angine de conversion et les bêta-bloquants qui peuvent, provoquer de nouveau un psoriasis chez des patients qui n'avaient rien précédemment ou engendrer des poussées. Donc l'immunopathogénèse est encore mal comprise. On a des origines multifactorielles, donc environnementales et génétiques, qui vont créer un climat pro-inflammatoire et donc une prolifération des kératinocytes et un recrutement des lymphocytes T. Donc si on regarde de plus près, les substances libérées par les kératinocytes vont activer les cellules dendritiques, qui elles vont migrer dans les ganglions lymphatiques où elles vont à leur tour activer les lymphocytes T via les interleukines 12 et 23. Donc c'est le premier signal de la cascade inflammatoire. Les lymphocytes T deviennent donc des lymphocytes T à mémoire. Les lymphocytes T vont migrer vers les tissus via les vaisseaux sanguins et pour produire un grand nombre de cytokines pro-inflammatoires, le TNF-alpha, l'interféron, ce qui engendre l'hyperprolifération des kératinocytes.
Donc, comment traiter les patients? Donc, on s'est rendu compte qu'en 2001, il y avait un consensus qui a été publié en 2001, que 69% des patients estiment qu'ils sont sous-traités. 55 à 72 ne sont pas satisfaits par leur traitement actuel. Donc, avant tout traitement, il faut demander quelles sont les attentes des patients. Parce que parfois, il y en a certains, ils ont des énormes plaques, mais ça ne les dérange pas plus. Il y en a d'autres, ils vont avoir des gouttes par-ci, par-là. C'est tout de suite une catastrophe. Il faut expliquer les bénéfices attendus et les limites du traitement et envisager la satisfaction du patient, notamment par rapport à sa qualité de vie, et du médecin par rapport aux comorbidités. Donc les options thérapeutiques, on a les traitements topiques, notamment les dermocorticoïdes, les dérivés de la vitamine D, la photothérapie, soit association UVA hémopsoralène, soit UVB, ou les traitements systémiques entre guillemets classiques tels que le méthotrexate, la cyclosporine ou la citrétine, et les biothérapies. Donc en ce qui concerne le méthotrexate, on commence par une dose test de 5 mg par semaine, puis on augmente jusqu'à 10 à 15 mg par semaine, soit en pérose, soit en injection intramusculaire ou en sous-cutané. Il faut augmenter progressivement la dose, max 22,5 mg par semaine, et donner 5 mg d'acide folique 48 heures plus tard. Il faut faire une surveillance hépatique et hématologique 10 jours après l'instauration du traitement, puis 1 mois après, et ensuite tous les mois pendant 3 mois, puis tous les trimestres. Les contre-indications sont la grossesse, il faut arrêter le médicament qu'on soit de sexe masculin ou féminin 3 mois avant, l'insuffisance hépatique, les hépatites, les leucémies et d'autres. En ce qui concerne la cyclosporine, donc la dose initiale c'est 2,5 mg par kilo par jour, puis une augmentation progressive jusqu'à 3 à 5 mg kilo par jour. C'est un traitement maximum de 2 ans qui a une action rapide. Les contre-indications, c'est l'insuffisance rénale et l'hypertension. Et pour le suivi, il faut faire attention puisqu'il risque de développer des cancers de type cutané, type carcinome spinocellulaire. La citrétine, elle, on ne l'utilise pas en première attention. La dose d'induction est de 0,5 mg par kilo par jour. Il faut maintenir une dose efficace minimale. Et il y a un risque tératogène très important. Donc, pas de grossesse après 3 ans. Donc, que faire en cas d'échec ou de contre-indication en traitement précédent? Donc, si on reprend l'immunopathogénèse du psoriasis, on voit qu'on peut agir à différents niveaux. Donc, ont été développées les biothérapies. Donc, on a les inhibiteurs du TNF-alpha, les inhibiteurs de l'IL-12 et l'IL-23 et les inhibiteurs de l'IL-17. Moi, je me suis plutôt penchée sur les nouveaux, c'est-à-dire les IL-17. Les critères de remboursement, donc pour instaurer les biothérapies, on ne peut pas les donner en première intention. Donc il faut que les patients aient un psoriasis en plaques modérées à sévères. Je vous expliquerai comment après on calcule. Chez les patients supérieurs à 17 ans ou à 18 ans, récemment l'Humira peut être donné chez les enfants de plus de 4 ans et dont le poids dépasse les 13 kg. Avec échec thérapeutique ou contre-indication ou intolérance au traitement suivant, donc la pulvathérapie, le méthotrexate ou la cyclosporine. Il faut faire un screening pour la tuberculose avant le début du traitement et atteindre une amélioration du PASI, qui chez nous correspond au PASI 50, durant la phase de maintenance. Donc comment est-ce qu'on se calcule les scores de sévérité? Donc il y a 2 façons, soit le BSA qui correspond au pourcentage de la surface atteinte. Donc pour ceci, on utilise une main d'adulte qui correspond à 1%. Donc sur toutes les plaques, on va mesurer et on compte le nombre de fois où on a appliqué sa main. Un autre système qui est un petit peu plus simple, si on arrive à retenir comment est-ce qu'on le calcule, donc c'est le PASI. Là, la tête correspond à 10% du corps, le tronc à 30%, les bras à 20% et les jambes à 40%. Il faut calculer en l'érythème, la desquamation et l'induration. Et on multiplie en fonction d'un indice qui correspond, par exemple à la tête, c'est 0,1, au tronc c'est 0,3, puis ainsi de suite. Pardon. Et enfin, la qualité de vie. Donc les biothérapies injectables en Belgique sont l'Humira, donc l'adalimumab, l'étanercept, l'infliximab et l'ustekinumab. Donc ceux-ci, ils sont bien connus. Donc les nouveautés, on a les anti-IL-17, dont le Cosentyx et le TAL qui n'est pas encore disponible en Belgique.
Donc les cibles d'action pour revenir, donc vous avez toujours les anti-TNF, maintenant le CQ, et donc le Cosentyx au niveau des IL-17 et ainsi de suite dans la cascade inflammatoire. Donc les contre-indications sont les infections sévères, la tuberculose et l'hépatite B, l'hypersensibilité aux excipients ou à la molécule active, l'insuffisance cardiaque de grade 3 et 4, les néoplasies de moins de 5 ans, la grossesse et l'allaitement et les maladies auto-immunes systémiques. Donc ceci pour reprendre vraiment les gros points de contre-indication. Donc avant d'initier un traitement, qu'est-ce qu'on fait? Une anamnèse complète, on recherche toutes les infections possibles, les néoplasies, les maladies auto-immunes, les maladies hépatiques, les antécédents cardiaques. Une biologie complète, le statut vaccinal du patient et un dépistage de la tuberculose. Donc à notre disposition, on a des checklists que vous pouvez télécharger sur le site biopso.be si ça vous intéresse, qui reprennent vraiment tous les points nécessaires pour nous. Donc ce qu'il faut surtout savoir, c'est si vous avez des patients sur biologique, c'est qu'il y a un risque infectieux théoriquement qui est majoré. Donc souvent au niveau nasopharyngé, la cellulite, les tuberculoses sont souvent extrapulmonaires et tout ce qui est listériose, salmonelle. Donc il faut ne pas hésiter à couvrir par antibiotiques si on a un doute. Et le médicament se conserverait sur réfrigérateur. En ce qui concerne les vaccins, tous les vaccins vivants sont contre-indiqués. Donc le BCG, le ROR, varicelle, polio buvable et la fièvre jaune. Donc il faut encourager la vaccination antigrippale et antipneumococcique. Si vous avez un patient qui doit se faire vacciner avec un vaccin vivant, il faut arrêter le biologique, attendre 3 mois, faire l'injection et reprendre le traitement 3 à 4 semaines après. Il peut y avoir des réactions au point d'injection, elles ne nécessitent pas l'arrêt du traitement, donc c'est généralement un érythème ou un prurite, parfois un saignement, douleur ou une tuméfaction. C'est environ 15% des patients. Donc si on doit avoir une intervention chirurgicale, il faut attendre 5 demi-vies pour l'opération. Donc ça, il faut calculer en fonction du médicament. Pour l'Enbrel, c'est 3 jours, le Remicade, c'est 9 jours, l'Humira, 14 jours, le Stelara, 21 jours, et le Cosentyx, c'est 24 jours. Et on peut reprendre le traitement après cicatrisation et en l'absence de tout signe d'infection. La grossesse, comme dit précédemment, contre-indication absolue et aussi un temps d'attente de 5 demi-vies. Donc les anti-IL-17, on a le Cosentyx et le TAL. Le Cosentyx, lui, est un recombinant humain et l'autre un recombinant humanisé, qui agissent contre l'IL-17. Donc l'IL-17, elle est sécrétée par les TH17 et elle permet une protection vis-à-vis des bactéries extracellulaires et des infections mycotiques, ce qui est important à savoir pour après la surveillance des patients. Et elle permet donc de lutter contre ces micro-organismes en recrutant les cellules inflammatoires. Il y a, si vous regardez au niveau de l'épiderme, il y a le brodalumab. Lui, il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est un anticorps qui se fixe sur les récepteurs de l'IL-17. Donc, le schéma qui reprend, donc les anti-IL-17 et le brodalumab qui lui se fixe sur les récepteurs. Donc, le sequinumab, c'est la nouveauté en 2016. Le nom commercial, c'est le Cosentyx. C'est un anticorps monoclonal anti-IL-17A humain. Il a les mêmes conditions de remboursement que les biothérapies déjà en place sur le marché. Il a une durée de vie de 27 jours. L'avantage, c'est que c'est une thérapie plus ciblée, donc moins d'effets secondaires, notamment au niveau cardiovasculaire. Et les effets secondaires principaux, c'est les infections nasopharyngées, les céphalées, les infections des voies respiratoires supérieures, les diarrhées, et la candidose orale ou vaginale. La posologie, c'est 300 mg en 2 injections en sous-cutané. Alors, au départ, l'initiation, c'est injection en semaine 0, 1, 2, 3 et 4. À partir de la 4e semaine, c'est injection tous les mois. Interruption si absence de réponse après 16 semaines. Donc, ixekizumab, lui, c'est le TAL. L'initiation, c'est 2 injections de 80 mg à la semaine 0, puis une injection de 80 mg aux semaines 2, 4, 6, 8, 10 et 12, puis une dose d'entretien tous les mois. Et logiquement, il devrait prochainement apparaître sur le marché belge. Il y a une autre molécule qui est apparue récemment et qui, a priori, semblerait être une révolution, donc c'est l'apremilast. Son nom commercial, c'est Lotesla. Le mode d'administration est par voie orale et celui est un inhibiteur de la phosphodiestérate 4,
intracellulaire des cellules inflammatoires. Donc, contrairement aux autres, c'est un immunomodulateur et pas un immunosuppresseur. Donc, comment est-ce que ça se passe? C'est dans la cellule inflammatoire, il y a l'AMP cyclique qui va être fabriqué. La primylase, lui, empêche sa dégradation par la phosphodiesterase 4, ce qui va favoriser la production de protéines kinase A, qui va, elle, inhiber la cascade pro-inflammatoire via le NF-κB et qui va favoriser les anti-inflammatoires type IL-10. Donc les conditions de remboursement, même si ce n'est pas un immunosuppresseur, sont les mêmes que pour les 5 autres. Il n'y a pas de prédépistage ou de surveillance biologique, aucune adaptation de dose, sauf si vous avez une insuffisance rénale sévère, donc en dessous de 30 ml. Pas d'interaction médicamenteuse avec les traitements suivants, méthotrexate, traitement topique, Puva, kétaconazole ou les contraceptifs oraux, et on évalue le traitement après 24 semaines. Donc la posologie, c'est 30 mg par jour en 2 prises à 12 heures d'intervalle. L'initiation, c'est un schéma d'augmentation progressive des doses pendant 5 jours. Si on oublie la dose, soit on doit la prendre le plus rapidement possible, soit on ne la prend pas si elle correspond à l'heure de la prochaine administration. Donc c'est un comprimé le matin, un comprimé le soir, et une augmentation donc progressive. Les contre-indications sont une hypersensibilité aux composants, la grossesse et l'allaitement, pas chez les enfants de moins de 17 ans, puisqu'on n'a pas d'études qui ont été réalisées pour le moment, les maladies héréditaires rares comme l'intolérance au lactose, les déficits en lactose, et la co-administration des inducteurs puissants de l'isoenzyme du cytochrome 3A4 tels que la rifampicine, le phénobarbital, carbamazépine, phénitoïne et milpertu qui lui est infantile. Alors, les précautions particulières, c'est l'insuffisance rénale sévère, un IMC inférieur à 18,5 et les affections psychiatriques, parce qu'apparemment, il y aura une augmentation des risques de suicide, d'insomnie et de dépression. Donc, c'est une administration orale pendant et en dehors des repas, avec un intervalle de 12 heures entre chaque prise, pas de surveillance clinique ou biologique pendant le traitement. Donc, là, on comprend pourquoi il faut faire attention chez les patients qui ont un petit poids, puisque vous pouvez avoir une perte de poids de 5 à 10%. Les effets secondaires sont notamment la diarrhée, qu'on retrouve chez 15% des patients, et les nausées chez 13%. La diarrhée, ce n'est pas un problème de motilité de l'intestin, mais c'est plutôt un appel d'eau. Et les effets secondaires apparaissent au cours des 2 premières semaines et sont généralement transitoires. Donc, en ce qui concerne le traitement des effets secondaires, il faut s'assurer donc d'une hydratation pour les diarrhées adéquates, manger plus fréquemment, quitte à à prendre le médicament pendant les repas, et alors utiliser plutôt des freinateurs du transit intestinal, des antidiarrhéiques absorbants et des suppléments en fibres. Pour tout ce qui est nausée, les antihistaminiques, les antagonistes de la dopamine, etc. Donc en ce qui concerne les biothérapies en général, l'algorithme européen, c'est quoi? C'est si vous avez un PASI inférieur à 50, on arrête le traitement. Si on n'a pas atteint le PASI 50, on arrête le traitement. Si on a un PASI supérieur à 50 et inférieur à 75, donc ça veut dire qu'on a atteint 50% de réponse ou 75% de réponse, et que la qualité de vie est correcte, on continue le traitement. Si ça ne satisfait pas le patient, on arrête. Si le PASI 75 est atteint, on continue le traitement. Donc en conclusion, la majorité des traitements des patients sont satisfaits. Il y a juste un bémol qui persiste parce que les indications de remboursement sont faites pour les psoriasis en plaques. Donc on a un peu du mal pour traiter tout ce qui est psoriasis, notamment pustuleux au niveau de la paume des mains et des pieds. Et l'idéal, ce serait un changement des conditions de remboursement pour qu'on puisse le mettre en première intention chez les patients et pas devoir passer par la puvathérapie, le méthotrexate, la cyclosporine. Voilà.